je fais partie des gens qui critiquaient le plus le public des Blancs, mais sur le coup, ah, mais ils étaient plus que présents. Je pensais que je savais chanter, mais j'ai eu ma plus grosse gifle en France. Ma force, c'est l'adaptabilité. Charlotte Dipanda, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Ça n'a pas fonctionné parce que... Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est ça qu'on veut savoir. Cotonou Boy Show. Bienvenue Giovanni, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui sur le Cotonou Boy Show. Alors, c'est un personnage avec un parcours atypique, un parcours particulier entre le Bénin, la France, les États-Unis et un télécrochet qui a fait le tour du continent, qui t'a donné une exposition continentale et même au-delà. On a vraiment hâte d'en savoir plus sur toi et sur ce qui t'inspire, qu'on revienne sur ton parcours qui a commencé très tôt dans la musique. Oui. Et on va revenir dessus, mais en attendant, nous te souhaitons la bienvenue sur le Cotonou Boy Show. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci de me recevoir, j'espère que tu vas bien aussi. Très bien. Ah, c'est parfait. L'année a commencé tranquillement, donc ça va. Excellent, excellent. Ok, bah écoute, on va commencer les choses par le début. Tu es né en 1985. Exact. À Cotonou. À Cotonou. Et tu grandis, tu as une enfance plutôt paisible. Complètement, non pas comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Très paisible. Des parents, un frère, une sœur. On va à l'école, on revient, on bouffe, on s'amuse, quoi. On joue au baby-foot ou au football dans la maison. Rien. Comme tous les enfants qui ont grandi à Cotonou, j'ai envie de dire. On va dire quelque chose comme ça. Et t'étais quel style d'élève? J'ai des anecdotes très marrantes d'ailleurs. Ok. J'étais très silencieux. Je parlais pas du tout. Okay. Je me rappelle en troisième, ou je sais plus, c'est en quatrième à Opier, à la fin de l'année, le prof de physique, il m'a demandé si j'ai toujours été dans la salle depuis le début de l'année. Ah ouais. Ça a été un choc pour moi. Mais vraiment, j'ai toujours été quelqu'un de très, j'ai pas envie de dire réservé, mais j'ai toujours été très calme. J'aime observer, j'aime pas beaucoup intervenir. Je peux rester là discrètement, ne rien dire, regarder tout ce qui se passe. J'ai pas fait de grosses conneries. Scolarité régulière. Moyen. J'aimais plus tout ce qui est artistique. Ok, dès la base, t'as été attiré par ce qui est artistique. Je pense, oui. Plus loin où je puisse me rappeler, je me rappelle mes parents m'avaient offert un jeu qui s'appelait Mécano et je démontais les trucs, je montais moi mes voitures, il y a un petit moteur, je m'amusais même à recréer des trucs qui n'étaient pas parmi les plans. Le dessin depuis, j'ai fait aussi le cours primaire, les mimes, où on chantait. Oh, t'as fait les mimes? Oui. Ok, bah. On chantait les chansons les chansons catholiques, des choses comme ça. Je pense que j'ai toujours, et puis voilà, les parents aussi, à chaque fois qu'ils nous déposaient à l'école, j'ai grandi avec toute la grande musique française, Claude François, Mike Brandt, les trucs comme ça. Donc, je pense que j'ai toujours bercé dans ça. Et c'était là, d'une façon ou d'une autre. Et je pense que t'as parlé de chants religieux. Oui. Donc, comment les chants religieux et j'ai lu les cours de flûte Au pied ont influencé ton lien avec la musique? Parce que moi, la flûte, j'ai jamais compris. Ah oui? Et je demandais justement, il y a quelques semaines à Méchac Saro, qui lui est flûtiste et tout, je lui demandais vraiment, enfin, comment on peut tomber amoureux de cet instrument-là? Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui s'en est sorti dans la vie avec ça. Ça dépend de... Moi, la flûte, chaque année, on l'achetait, mais au bout du premier trimestre, elle finissait tout pincée, elle avait la tête là, le corps là, et tout. Non, moi, je pense qu'il m'avait le plus frappé avec la flûte, et on faisait la lecture des notes. Il y a une série qui passait sur, je sais pas quelle chaîne à l'époque, et j'avais réussi à retrouver les notes de la mélodie. Okay. Et moi, je jouais ça à la flûte. Je crois que c'était si, do, sol, mi, sol, fa, mi, un truc comme ça. C'était voilà, c'est ça, exact. Et moi, tu vois, c'est là que c'est comme ça que, puisque, franchement, ce qu'on apprenait en cours, ça me disait rien du tout. Je me disais, oui, c'est ça.
Franchement, ce monsieur-là, monsieur Frank Morgan, monsieur Frank Morgan, vous devez être, je pense, quelqu'un d'exceptionnel dans votre vie, mais à l'époque, ça n'allait pas. Ça, non. Il tapait bien. Franchement, non, il était violent. Sévère. Il était violent. Pas avec ça, je sais pas pourquoi il était comme ça. Mais on vous apprécie. Oui, franchement, il a éveillé beaucoup de choses en lui. Voilà, quoi. Ouais. Tu vois, je pense même, c'était ça, quoi. Moi, je voulais tout le temps, même quand j'entendais des trucs, je voulais aller chercher comment je peux adapter ça à un truc que j'aime. C'était aussi simple que ça. Okay. La flûte, oui, on jouait, mais moi, j'aimais beaucoup la chanson de Rosa, là, et je me disais, comment je fais pour jouer ça à la flûte? Et puis, j'ai retrouvé la mélodie tout seul, quoi. Ok. Ben, donc, pendant que tous tes potes, eux, ils étaient attirés par le sport, le foot, le basket, oui. Toi, tu préférais chanter? Tout le temps. Quand tu repenses à cette époque-là, quelle chanson te revient? Poetic Lover. Poetic Lover? Oui. Okay. Darling, faisons l'amour ce soir, tout de émerger dans le noir. J'ai assez mis là. Ben voilà. Je pense que c'était... non, c'était pas la première cassette que j'avais. D'ailleurs, voilà. Tout mon argent de poche passait dans ça. J'achetais des cassettes, mais tout le temps, tout le temps. J'avais même le premier projet, je pense qu'il y avait toi, le beatmaker. SF, Takakrou. Ouais. J'avais, parce qu'il y avait un disquaire juste à côté de la maison. Okay. Et dès que j'avais de l'argent de poche, moi j'allais acheter des cassettes. Okay. C'est ce que je faisais de mon argent. Ah oui, je faisais que ça. Et j'écoutais tous les trucs du début jusqu'à la fin, face B, je retournais le truc. Je me rappelle, on rembobinait encore. Exactement. Et voilà, franchement, moi, c'est toujours ce que j'ai fait. Mais le foot, j'y connais pas grand chose. Et il va se passer quelque chose en l'an 2000. Vous allez créer avec tes potes un groupe qui va être un des groupes majeurs de cette époque de la scène urbaine. Il s'agit de EPS que tu as créé avec ton frère et d'autres amis du collège Roupier. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce groupe et dans quelles conditions est-ce que ce groupe est né? Le groupe est né suite à un voyage qu'on avait fait au Sénégal avec les enfants du personnel de la BCAO, dont certains parmi nous étaient les enfants. Et on avait été frappé par la présence qu'avaient les groupes de rap sénégalais comme PBS et Pifrost, pardon. Et on avait été frappé par le fait que toute la couche de la population au Sénégal avait adopté les groupes de rap, ce qui ne se passait pas encore au Bénin. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une certaine réappropriation, d'où même le nom African Power Soul, qui est un dérivé de Positive Black Soul. Voilà. Et le groupe est né de là, on a commencé à écrire nos textes comme ça, en rigolant en vacances. Et quand on est arrivé à Cotonou, on a continué. Sachant qu'on écoutait aussi beaucoup d'autres choses, on a voulu réutiliser une mélodie de Sting que Craig David avait utilisée dans un morceau qui marche super bien. Et on est allé voir quelqu'un qui a rejoué le truc au piano. Et on a... Franchement, je me rappelle pas de qui c'était. Franchement, pas du tout. S'il nous voit, un grand merci à lui, parce qu'il a commencé quelque chose. Et puis on avait aussi cet engagement. Le premier morceau s'appelait Noir de peau, rouge de sang. Okay. Donc on était déjà parti dans des trucs. Et on s'est découvert aussi, je veux pas dire des talents d'écriture, mais beaucoup parmi nous écrivaient beaucoup, lisaient beaucoup. Et je me rappelle, on l'avait interprété pour la première fois à une célébration du personnel de la BCAO. Okay. Et je me rappelle le père de Jean, père à son âme, monsieur de Souza, qui nous a demandé, vous avez écrit ça? On a fait, oui, on était très fiers. Ouais. C'est de là que c'est la jeunesse du groupe EPS. Oui. Ok. Et puis EPS deviendra Full Fire. Exactement. Quelques années plus tard. Oui. Qu'est-ce qui a entraîné cette transition? Déjà, vous étiez combien dans la EPS? Parce que je ne me souviens plus exactement de combien vous étiez, mais j'ai l'impression que vous étiez nombreux. On était très nombreux. Oui. Puisque c'était un cauchemar quand on arrivait en concert. Et à l'époque, les gens, ils avaient à peine 2 ou 3 micros et on devait se passer les micros. Tu attends que l'autre vienne, tu vas à côté de lui. Je pense que quand on avait créé EPS aussi, on était dans une démarche où on apprenait encore. Donc, tous nos amis qui étaient un peu intéressés par le rap, on se retrouvait, on mettait des instrus, on rappait. Et dès qu'on entendait quelqu'un qui est bien, on fait, ouais, viens, tu joues, tu rentres dans le groupe. Et franchement, j'aimerais te dire,
devait être environ 8. Parce qu'en plus, il y a des gens qui venaient, qui partaient. Ouais, oh, je préfère me consacrer à mes études, j'ai pas. Puis c'était vraiment les vacances, c'était vraiment des groupes de vacances. On rappait, on était là, on faisait que ça. On regardait DBZ, on jouait avec, aux jeux vidéo et on faisait ça, quoi. Et après, bon, on a changé parce que, surtout, je le dis, méfiez-vous, les gens qui nous appelaient à checker poisson sauté. Checker poisson sauté. Ça nous a fait très mal. Et aussi le nombre de personnes qui voulaient aller plus loin dans la musique a complètement... ça avait vraiment diminué, donc on s'est dit, il faut qu'on revienne. Mais ça a diminué très vite ou... Très vite. Du temps? Non, très vite. Ok. Parce que je pense que là, on commençait à passer en secondaire, donc... Parce que 2000, moi, le souvenir que j'ai, c'est vous aux alentours des années 2002, 2003. Je pense que c'est là où ça avait commencé à vraiment avoir une envergure, mais vous étiez déjà full fire à cette époque-là. Exact, oui. Ok. Si. Parce que tout le monde est passé première, terminale, il y a le bac, C'est vrai. les TD, les choses comme ça, et beaucoup de gens, ils ont laissé tomber. Et je peux pas leur en vouloir, je les comprends aussi. Hein. Et c'était dur de... On n'avait pas de vision, on n'avait pas vraiment de modèle, à part RDS, Zapata Boys. On n'avait pas vraiment de modèle qui avait vraiment réussi dans ça. C'était surtout pas le moment de dire aux parents, j'ai décidé de faire de la musique. Pas là. Mais toi, à ce moment-là, tu fais la musique avec ton groupe. Oui. En tant que Full Fire, vous connaissez un vrai succès. Amir, il dit tout le temps ça. Il me dit, quand nous, on est arrivé, quand Diamant Noir est arrivé, à tous les concerts dont on allait, on voyait Full Fire. Ils étaient sur scène, quand ils étaient là, il y a la foule criait, les filles criaient. On se demandait, mais qu'est-ce que nous, on allait faire avec le style de musique qu'on proposait? Je pense qu'il y avait, à OK, il y avait vraiment une concentration, une énergie de groupe et de talent. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que je pense qu'il y avait vous, il y avait Esprit Neg, il y avait Private Club, Laïka, c'était un truc de ouf, OK, cette école-là. Je pense que quand même les prêtres, ils nous ont, comment je vais dire, ils nous ont donné cet amour de l'écriture. Je ne sais pas si eux-mêmes le savent, mais le besoin de connaissances ou bien le partage de connaissances qu'ils nous ont donné a fait qu'on s'est intéressé à l'écriture très rapidement et on lisait beaucoup. Et même les rappeurs qu'on écoutait à l'époque, peut-être aussi, MC Solar, des gens comme ça. Je me rappelle vraiment prendre le dictionnaire pour essayer de comprendre certains mots. Ok. Je pense que c'est pareil pour toutes les personnes que tu as citées. En tout cas, à l'époque, on les voyait pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est presque des lyricistes pour moi. Parce qu'on était là à faire des jeux de mots, des paraboles, voilà, quoi. On voulait vraiment impressionner dans l'écriture. Je pense que ça vient de là. Et puis, la musique, ça, c'est une bonne question. On chantait tous au drapeau, mais je ne sais pas d'où vient ce truc. Vraiment, je sais pas. Il y avait vraiment une grosse concentration de talent. Je pense que, en termes de rap, il y avait Au Pied, il y avait Montel, il y avait une rivalité. Bon, après, il y avait tous les autres collèges un peu autour, mais c'était vraiment les deux pôles d'excellence totalement dans la musique urbaine. Mais à quel moment est-ce que vous savez que ça sera plus qu'une passion et que vous allez faire carrière dedans? Quand est-ce qu'on a su ça? Je pense que c'est quand on a commencé quand on a eu quelques occasions de voyage. Je me rappelle qu'on est allé à Lomé pour un festival où il y avait Lokwa Kanza d'ailleurs sur la même scène que nous. Ensuite, il y a eu le Sénégal, mais il y avait que moi au Sénégal. Donc, je dirais, je pense que c'est la première fois où on a voyagé, où on est sorti du Bénin pour un concert. Là, on s'est dit, ça commence à être sérieux cette histoire. Et malheureusement, ça a justement provoqué certaines séparations parce que certains ne se voyaient pas s'investir plus que ça dans ça. Nous, on voyait beaucoup de groupes qui se créaient et qui avançaient beaucoup plus vite que nous, d'ailleurs. Et on se rendait compte que, soit on prend ça au sérieux, ou on continue à faire des concerts en vacances, à s'investir en plus. Là, j'ai un souvenir du premier, je pense, le premier concert qu'on avait fait live, où il fallait se structurer presque en entreprise. C'est plus on t'invite. Là, c'est... D'ailleurs, on avait ce défaut aussi à l'époque. Il n'y avait pas de
Il n'y avait pas de concert hip-hop. Donc, il fallait se faire inviter. Et si tu te fais pas inviter, ben, tu attends que les choses se passent. Et on avait décidé de faire ça nous-mêmes. Et là, on s'est dit, waouh, c'est du sérieux. Quand tu vas demander combien coûte le palais des congrès, t'es encore en terminale, t'as pas les sous, tu commences à réfléchir, comment on fait? Là, on t'explique qu'il faut constituer des dossiers, écrire le projet, le présenter, aller voir telle personne. Là, vraiment, ça commençait, c'est là, je pense qu'on a vraiment vu l'autre côté de la chose, où c'est plus sérieux, c'est un vrai business, c'est un vrai boulot, où tu dois payer des prestataires, pardon, pour faire telle ou telle chose. Et c'était différent. Je pense que c'est là qu'on a vraiment eu le déclic qu'il fallait être beaucoup mieux organisé et être préparé pour la suite. Mais à cette époque, vous êtes super jeune, vous avez du succès, mais comment est-ce que vous viviez le succès? Votre vie ressemblait à quoi? Et ça, c'est une question que je me suis toujours posée. C'est parce que moi, j'ai jamais, enfin, on va dire quand j'ai pop, oui, nous tous, même quand on a quoi, on n'était pas au Bénin. Donc, on n'a pas, je me suis toujours demandé, ça ressemblait à quoi? Je pense que la meilleure personne pour te répondre, ça aurait été mon frère. Mais moi, j'étais pareil. Hein. Après le bac, je suis parti. Oui, donc je pense que je suis revenu juste pour le concert du Palais des Congrès en 2004, 2006, quelque chose comme ça. Et moi, je savais pas. C'est mon frère. Je pense eux, ils ont vraiment vécu un truc. Où quand on sortait avec eux, tout le monde les connaissait. Tout Baldar, on fait, ah, t'es le frère de Miro. Je fais, mais c'est quoi cette histoire? Ou d'ailleurs, on nous confondait aussi avec quelqu'un que je salue, Oriki et Hermès. Parce que j'avais les tresses, j'avais la même corpulence que lui. Mais je sais que, eux, ils ont vraiment profité de ça. Ils étaient très, très connus, je pense. Alors, il y a quelques noms que je vais te citer. De l'époque, tu me diras ce que ça t'inspire. Ok. Je vais parler de Sam Seed. Sam Seed, Sam Seed, c'est le créateur, j'ai envie de dire. La deuxième fois qu'on a enregistré, c'était chez Sam Seed. Sam Seed, c'est un peu comme mon prof de chant. Parce que quand je suis arrivé, il m'a entendu, il fait « Ah, t'as du potentiel !» Et il me corrigeait sur les trucs. Et personnellement, même quand je partais étudier, quand j'étais en France et que je revenais, j'avais besoin de l'impressionner, de lui montrer que j'avais évolué. Parce que Sam Seed, je pense, c'était celui qui se rapprochait le plus de ce que je faisais. Il y avait lui et Mav Dani, je salue au passage, qui avaient cet esprit R&B. Plus loin, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y avait le chanteur de RDS. J'oublie son nom. Fouza G. C'était des gens comme ça et... Quand il m'a entendu, franchement, Sam Seed, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Et même après, j'ai étudié l'ingénierie du son parce que j'ai vu Sam Seed travailler. Fabrice Kossi. Fabrice est venu au moment où on avait besoin de structuration. Et Fabrice, je pense que Fabrice c'est un génie de la communication, quoi qu'on dise. Il a peut-être cet art, mais il a permis à Full Fire de se structurer, d'avoir une meilleure visibilité et d'être pris au sérieux dans certains domaines. Il nous a vraiment aidé à faire ça. Et il prenait les coups pour nous, il allait se battre pour nous. Et il nous a aidé à avoir une certaine direction. Il nous a aidé aussi à nous ouvrir musicalement parce qu'on était tellement influencé par le rap français parfois qu'on délaissait une certaine couche de la population. Et Fabrice a aussi aidé à ouvrir ça. Avant lui, il y avait Pedro Cédric aussi, que je salue, qui était mon collègue au collège. On était assis sur la même table. C'est incroyable, ce milieu. Et qui vous avait aussi aidé à faire ça, mais Fabrice a vraiment permis de mieux structurer le truc et d'ouvrir ça à un milieu plus... Mais je pense, si j'ai bon souvenir, que vous aviez monté un label ensemble. Une association, Une association, c'est ça. C'était Auréole, avec Fabrice. C'est Fabrice qui avait... Lui, il avait cette vision, justement, où il fallait être beaucoup plus structuré. Même si on n'avait pas les moyens d'ouvrir une société, il fallait quand même qu'on ait quelque chose de juridiquement valable. C'est Fabrice qui a fait ça. Et quand tu penses à cette époque-là, justement, s'il y a un morceau que tu aimerais nous refaire vivre
ce serait lequel? Ce serait Nostalgie, je pense. Nostalgie. Nostalgie, ouais. Ok. Ce morceau-là, c'est... je pense que c'est le morceau où on se racontait le mieux. Malgré tout ce qui se passait au dehors et tout. Il y avait toujours cette âme d'enfance où on était encore un peu dans le jeu. Ouais. C'est l'un de mes morceaux préférés, je pense. Après, ou suite à ça, parce que Full Fire continue, mais toi, tu dois partir pour la France pour poursuivre tes études. Les études, oui. Tu as étudié quoi? J'ai fait des études en économie quand j'étais en France. D'accord. Administration économique et sociale, pour ceux qui connaissent. AES. Voilà, j'ai fait ça et j'ai fait aussi l'ingénierie du son. Ok, Voilà. t'as fait les deux en même temps? Non, pas en même temps. Plus tard. Plus tard, Tu oui. feras. Voilà. Bon, donc on reste en France et musicalement, ce voyage, quand tu quittes le Bénin, que tu arrives en France, qu'est-ce que ça t'apporte? Je pensais que je savais chanter, mais j'ai eu ma plus grosse gifle en France. Ok. Parce que j'ai commencé à intégrer différents groupes. Ok. En vrai, je pense que tous les soirs, j'étais quelque part. J'avais un groupe de gospel, un groupe de reggae. Je me rappelle, je faisais un truc a cappella avec du beatbox. Tous les soirs. Tu es vraiment ouvert musicalement, Ah oui, tu t'es amusé en fait. Complètement, Ouais. complètement. Je pense que j'avais même deux ou trois groupes de gospel. Et surtout, c'est ça qui m'a permis d'évoluer parce que je me suis retrouvé dans un groupe de gospel où il y avait beaucoup d'Antillais. Et eux, ils sont très influencés par le gospel américain. Ouais. Donc, ils chantent vraiment à l'américaine et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur autre chose. Ok. Et ça m'a donné un gros coup de pouce parce que, et puis j'ai appris beaucoup de choses en imitant. Ok. Et avec eux, j'ai vraiment, je suis passé à un autre cap. Ouais. Ouais, complètement. Ok. Et j'ai lu que cette période t'a permis d'identifier vraiment ce que tu aimais dans la musique. C'est exact. Et que soit tu aimais, c'était la soul. La soul, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui te plaisait dans la soul? Qu'est-ce qui ta rencontre avec la soul? J'ai connu la soul avec un artiste qui s'appelle Bilal. Ok. Un artiste américain qui s'appelle Bilal. Après, il y a eu Anthony Hamilton et d'autres personnes. Ouais. Mais plus loin, c'était, je pense que c'était un ami qui m'avait dit, ouais, t'aimes bien Poetic Lover. Tu sais, il y a Boyz II Men, c'est la version américaine de Poetic Lover. Donc, c'est parti de là. Et là, je commence vraiment à rentrer dans la musique américaine, la soul, le R&B. Et je savais pas la différence. Ouais. Là, je commence à voir la différence qu'il y a entre les deux. Et ce qui m'a vraiment plu dans la soul, c'est le storytelling. C'est moins artificiel. Les voix sont vraiment pures. Quand tu vas plus loin, des chanteurs comme Ray Charles, Stevie Wonder, il n'y a pas de drop, quoi. Le mec, quand ça commence à... L'émotion, c'est de l'émotion, voilà. de la performance. Émotion et performance pure. Et il n'y a pas de triche. C'est vraiment ce que tu ressens là, sur le moment où on enregistre. Et ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment secoué. Je pense la première fois que le morceau qui m'a le plus frappé, c'était The Song for You de Donny Hathaway. Ok. Et ça, j'ai envie de savoir comment on fait ça. Et c'est parti de là. Voilà. Ok. Et donc, tu enchaînes les scènes, tu apprends en expérience, tu gagnes en maturité. Enfin, tu apprends à te maîtriser, à maîtriser ma voix. ta voix. Oui. Mais à ce moment-là, tu as une carrière qui continue d'évoluer en Afrique. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, je veux continuer à faire carrière, ou tu fais la musique juste pour le plaisir? Non, j'ai toujours voulu continuer. D'ailleurs, une fois, je suis rentré, j'ai dit à mes parents, vous savez, je préfère que vous arrêtiez de payer l'université. Ok. C'est comme ça que je suis passé en école d'ingénierie. J'ai dit, je préfère... la transition. Exactement. Je préfère qu'ils payent pour quelque chose que j'aime faire et quelque chose qui me donne vraiment envie de me lever les matins pour aller le faire. C'est comme ça que je suis parti en PG. Ça a été quoi leur réaction? Ils étaient... je ne saurais le décrire. Ils n'étaient pas surpris. Ma mère n'était pas surprise parce que je lui cassais les oreilles tout le temps. Je faisais que chanter dans la maison. Mon père, il était un peu surpris. Il comprenait pas trop. Et en plus, je devais leur expliquer, écoute, Ils comprenaient pas le projet. c'est quoi le truc? Tu me rappelles, il fait, il y a marketing, action commerciale, le droit, tu n'as pas envie de... Je fais non, c'est ça que je vais faire. Il fallait leur expliquer c'est quoi le métier, les débouchés. Je me rappelle, j'avais sorti, ouais, tu vois LC2, tu vois le son là-bas,
C'est les gens là-bas, tu vois, ils font les trucs comme ça. Ils comprennent pas ça. Il avait fait, ok, je connais, je vais te trouver un stage, blablabla. C'est comme ça que j'avais pu convaincre mon père à l'époque, je me rappelle. Mais je pense qu'il était allé voir les bases salariales et tout, je suis pas très fier de ça, mais au moins il voyait que... Et aussi, c'était la première fois que je prenais vraiment la parole pour dire, j'ai envie de faire ça. Je pense qu'ils m'ont vraiment pris au sérieux sur ce coup-là. Ok. Donc, tu es admis à Berklee, qui est une prestigieuse école de musique. C'est ça. Université. C'est ça. Ok. Bah, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Tu avais vraiment envie d'y aller? Avant d'y aller, tu savais ce que c'était et comment ton choix s'est fait, en fait? Berklee, ça se vend très bien. Quincy Jones, paix à son âme, qui a produit Michael Jackson, vient de cette université. Les frères Jonas Brothers, ils viennent de là. Les gens qui écrivent pour Beyoncé viennent de là. Charlie Puth vient de là. Après, dans le monde du jazz, tu as Esperanza Spalding qui vient de là. Des gens que je croisais dans les couloirs. Les meilleurs musiciens au monde viennent de là. Angélique Kidjo a eu un doctorat honorifique. Son frère aussi, paix à son âme, est passé par là. Quand t'entends les gens qui passent par là, tu te dis, allez, on y va. Ah oui, non. Donc, quand tu rentres là-bas, t'es dans quel état d'esprit? Ça, c'est encore un retour à la réalité, parce que tu penses que tu as atteint un certain niveau. Mais franchement, que je vais utiliser une expression, t'as des enfants de 18 ans qui viennent d'avoir le bac. Le mec, il vient, il joue 3 instruments à la perfection, il sait lire la musique, il peut te composer des trucs de musique classique comme si c'était rien. Il écrit. Et le mec, il vit la musique, il parle musique. Et tu te dis, oh, j'ai plus de 20 ans et je suis loin. J'ai pas leur niveau du tout. Mais après, tu vois que c'est un milieu où on t'accepte. Ils aiment les gens un peu différents qui sont pas comme eux. Parce que leur défaut, par contre, eux, ils savent lire la musique, mais ils n'ont pas appris la musique par l'oreille. Donc, ils ont du mal à improviser, à être plus léger. Donc, toi, tu as des forces, ils ont pas. Voilà, mais voilà, toi, ta force, c'était quoi, concrètement? Ma force, c'est l'adaptabilité. Parce que le rap nous a obligés à pouvoir faire tous les styles. Les mecs dont je te parle, ils vont jouer du rock, et ils peuvent pas jouer du jazz. Donc, justement, ils viennent à Berklee pour apprendre à avoir cette adaptabilité que moi, j'ai déjà. Je t'explique, par exemple, il faut passer un test d'entrée. J'ai passé le test d'entrée haut les bains. Justement, le test d'entrée pour Berklee, c'est quoi? Le test d'entrée pour Berklee, déjà, tu dois envoyer un CV, ce que tu as fait, des liens, ils regardent un peu, ils voient si c'est intéressant ou pas. Forcément, si t'es une casserole, ils vont pas te prendre, quoi. Déjà, tu passes cette étape. Il y a une présélection. Ensuite, tu arrives et on fait maintenant des tests. Par exemple, je me rappelle, un pianiste va jouer des mélodies. Tu vas les rechanter. Il y avait aussi les tests de solfège auxquels j'ai lamentablement échoué parce que j'avais fait du solfège. Il y a aussi le rythme. Il y a quelqu'un qui joue à la batterie et on va te dire de reproduire le rythme. Il va jouer. Il y avait aussi, je devais apprendre 2 morceaux que je devais chanter avec un pianiste que je ne connais pas. Lui, il a juste la partition. Donc quand il compte 1, 2, 3, 4, tu chantes. Il n'y a pas de est-ce qu'on pourrait reprendre. Donc tu dois savoir où tu es, ce que tu fais. Et on t'écoute, on voit comment tu modules ta voix, qu'est-ce que tu sais faire en vrai. Et après, lui, il joue des mélodies, on te dit d'improviser autour de ce qu'il est en train de jouer. Pour voir. Ah oui, ça c'est facile. Ça, je comprends. Donc, ça leur permet de voir quelle est ton oreille musicale, comment tu interprètes les choses. Et avec ça, ils peuvent parce qu'il y a des classements. Par exemple, moi j'ai pu aller dans des groupes de répétition où certains ne pouvaient pas aller parce qu'ils n'avaient pas le niveau qu'il fallait. Donc quand tu viens, t'es pas à la ramasse en fait? Ah non, moi je suis pas à la ramasse. C'est juste que mon niveau de solfège est complètement
tomber par terre parce que j'ai jamais appris ça. Ouais. Ben, on a appris ça au pied, mais on n'a rien retenu. Franck Morgan, ici ou mais. Mais ouais, et c'est ça le test d'entrée. Ok. Ils étaient très surpris. J'ai eu une bourse partielle d'ailleurs, grâce à ça, parce que j'avais un niveau un peu plus avancé, pardon, certaines personnes. Ok. Mais quand tu viens là-bas, tu me dis, tu te manges des gifles, Ouais. mais quel est ton état d'esprit? Tu te dis, bon, là, j'ai accès à une étendue de connaissances où je vais tout absorber, ou c'est quoi le projet? C'est exactement ça, je vais tout absorber. Ouais. Là-bas, j'ai appris à jouer à la guitare basse, à la guitare sèche, au piano, je touchais à tout. Tu jouais d'un instrument avant d'arriver? D'aucun instrument. Et justement, j'avais une grande frustration lorsqu'on a fait un premier concert en live où je découvre que la majorité des musiciens, en tout cas à l'époque, des instrumentistes, pardon, ils écoutaient pas notre musique. Ouais. Donc, et puis moi, je sais pas comment leur Et ils n'arrivaient pas à retranscrire ça. J'avais aucune méthode pour leur dire joue ainsi, ici, ou blablabla. Les tempos, c'est ça, joue plus tel pattern. Et justement, là, je me suis dit, ah, là, je vais être au sommet du sommet. Ouais. Et aussi, quand tu arrives à Berklee, je pense qu'en tant que musicien, c'est comme si tu es au paradis. Ouais. Tout le monde fait de la musique. Ouais. Il y a pas, c'est pas comme si tu es dans une université où il y a des mathématiciens, où t'as près de 50 000 personnes, où il y a que des musiciens, des gens qui sont complètement plus fous que toi. Ouais. En fait, moi, j'aurais l'air d'être normal dedans. Des gens qui ont des styles, des trucs. Ouais. Tu as presque l'impression d'être un outsider, mais quand même, tu te dis, ah ouais, je suis là, quoi. Et t'as rencontré des Africains là-bas ou... Si, j'ai rencontré des Africains, il y avait beaucoup de Nigérians. Beaucoup de Nigérians. Qui je peux citer? Je me rappelle de Kayode, un ami nigérian qui produit, je sais qu'il compose pour beaucoup de films. Deux personnes que je connais, pardon, il compose pour beaucoup de films. Par contre, je suis pas tombé sur... Mais d'ailleurs, Yemi Alade, non, pas Yemi Alade, excuse-moi. Tiwa Savage. Tiwa Savage a fait Berklee. Ouais. Voilà. Donc, c'est des trucs qui vendent aussi. Ouais. Alors, t'as passé combien de temps là-bas? J'ai fait 4 ans. Ok. 4 ans. C'est un bachelor. C'est l'équivalent de bac plus 4. Ouais. Quand tu fais 4 ans là-bas, comment tu en sors? Quand tu en sors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel enseignement tu tires? Et quels ont été tes challenges là-bas? Une véritable connaissance de la musique, vraiment dans tous les sens du terme. Parce que moi, j'ai fait production musicale, composition. Pour te donner un exemple, tu as des cours où vous vous asseyez et vous devez analyser la façon dont un morceau a été produit du début jusqu'à la fin. Il y a un morceau de Outkast. Voilà. Je pense que le premier cours, le mec nous fait asseoir et il y a des choses que mes collègues entendent que moi j'entends pas dans le morceau. Ouais. Et là, je fais, ah ouais, il faut que j'apprenne des choses. Par exemple, dans ce morceau, il y a un scratch qui revient. Il y a un instrument qui est joué à l'envers. Tu vois, des choses comme ça. Et on t'explique pourquoi telle chose est introduite à tel moment dans le morceau. Pourquoi le refrain sonne comme ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder l'attention de l'auditeur. Ouais. C'est comme si on t'explique comment cuisiner un plat. Tu vois, ça, j'ai appris ça là-bas. Mes plus grosses lacunes, ça a été le solfège, quoi. Ouais. Ça a vraiment été le solfège. Jusqu'au bout, d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire, c'est dur quand tu as déjà des fondations sur quelque chose. Ouais. C'est vraiment dur de tout changer. Ouais. Mais j'ai pas mal bossé sur ça, quand même. Ouais. Et j'ai rapidement progressé parce que j'étais entouré que de tueurs. Tu sais, c'est une école où l'école ferme jamais. Ils ferment pendant 1 heure pour nettoyer. Okay. Donc, si tu veux, il y a des salles où si tu veux aller t'entraîner au piano, c'est ouvert. Il y a des studios, si tu veux enregistrer des choses, faire des expérimentations, c'est ouvert. Il faut juste réserver avec ta carte étudiant. Tu as accès à plein de choses. Tu as des musiciens de... Quand tu es jeune artiste, ça, oui. Tu as dit c'est le paradis. C'est le paradis. Tu as des musiciens du monde entier. Ouais. C'est la première fois que je rencontrais des Coréens, des Kenyans. Il y a des pays, des gens qui viennent de Samoa.
J'ai vu tout le monde, j'ai vraiment vu tout le monde. Et c'est vraiment, comme je dis, vraiment la connaissance musicale de A à Z. Je peux écouter un morceau, te dire ce qui ne va pas. Je peux prendre un morceau, jouer à la guitare et te le retransformer pour te produire quelque chose qui est plus écoutable commercialement. Ok. Bah là, non, tu sors de Berkeley. Il y a un épisode de ta carrière qui, personnellement, en fait, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Okay. C'est le passage à Eben. Le passage à Eben. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Eben, dans les années 2005-2010, c'était un des plus gros labels de musique urbaine en Afrique. Ça venait du Gabon, le producteur c'était Eric Benke. Ça m'avait beaucoup intrigué de te voir sur ce label et je me demandais c'était quoi le projet, quel était le projet, parce que très tôt, moi je pense une fois que tu es allé en France, pour moi ton style musical était clair. ce que tu pouvais faire musicalement et ce que tu voulais faire musicalement, ça se sentait et c'était pas du tout dans les couleurs d'Eben, de ce que Eben faisait. Donc, en fait, j'ai pas compris comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé avec Eben? Ça s'est passé grâce à Alviral, que je salue, Alviral Ao. Parce qu'on traînait ensemble, d'ailleurs. Il avait repris Full Fire à une époque, il travaillait un peu avec nous. Et il y avait eu cette opportunité, Eben, qui recherchait des artistes pour signer. Et bon, non, je pense qu'il a fait écouter ce que je faisais au président du label, qui avait accroché et qui aimait beaucoup. Particulièrement, moi, ce que j'avais aimé, je pense qu'ils avaient produit le premier groupe de R&B francophone africain. La Fouettée, justement. Et j'avais bousillé ça. Et pour moi, j'étais content, justement, d'aller sur ce label, parce que j'avais cette couleur R&B, je me disais, on pourrait un peu plus africaniser ça. Mais bon, ce qui s'est passé, s'est passé. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que... Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que c'était une grosse team. C'était un gros label qui, à l'époque... ceux qui ne connaissent pas Eben, allez voir Eben Entertainment. T'as fait sur YouTube. Regardez les vidéos, regardez les productions et dites-vous que ça, c'était en 2005. Dans les années 2005 qu'ils faisaient des choses comme ça. Mais c'était incroyable ce qu'ils faisaient. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je pense que vous avez même fait un clip à Miami. On a fait un clip à Miami, qui je pense la promo n'a pas été faite comme il fallait. Je pense que c'est ça en fait le vrai souci. Mais après, bon, aussi, comme tu veux pas dire les termes, je vais essayer de faire des analyses. Parce que à l'époque où tu rejoins le label, je pense qu'il y a des stars dans le label, il y a La Fronté, il y a Koba. Mais je pense que le label est en perte de vitesse à ce moment-là. Le label est... Je vais te compléter, le label est complètement en perte de vitesse. Là, par exemple, quand moi j'arrive, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que Alviral au Bénin, par exemple. Il n'y a pas d'équipe. Donc tous les autres artistes, il n'y avait plus d'artistes. Fatonga était parti. Je pense qu'il restait que Koba, La Fouettée aussi, ils avaient arrêté. Parce que justement, leur deuxième album n'avait pas eu la promotion qu'ils espéraient. Et le label c'est comme tu dis, le label était un peu en perdition. Et il y avait presque plus de staff. Moi, je peux dire, j'ai rencontré personne. Et je suis jamais allé au Gabon. Et, Blaze était avec moi dans l'équipe possible. Blaze aussi avait signé. Exactement. Et je voyais que Blaze, il déployait plus de choses personnellement que moi, par exemple. Après ça, je vais pas me rejeter le tort complètement, mais bon. Je pense que Blaze, il était beaucoup plus savi sur ce sujet. Moi, je voulais juste chanter. Et effectivement, il n'y avait pas de grosse équipe. Alviral, avec tout le bon vouloir, toute la bonne volonté qu'il avait, il peut pas remplacer 10 personnes. Tu es au producteur et je pense que c'est ça qui avait été le gros problème. Et ensuite, il y avait eu aussi un gros problème de direction artistique. Comme je te dis, moi, je suis arrivé pour faire du R&B.
Et le boss, il voulait plus, parce qu'à l'époque, il y avait l'électro qui fonctionnait beaucoup. Voilà, c'est ça. Et lui, il voulait... C'est ce que j'avais pas compris à l'époque. Voilà. Lui, il voulait que je fasse de l'électro. Oui, on s'est un peu pris la tête. J'ai quand même fait quelques morceaux d'électro, d'ailleurs, qui sont jamais sortis. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il a compris que c'était pas du tout l'univers, quoi. Et est-ce qu'on s'est séparés? Les choses se sont passées. Évolué. Voilà. Sinon, Sam peut te dire, il y a un album de, je sais pas, peut-être une trentaine de chansons. Ah ouais, enfin, les chansons enregistrées. Ah oui, j'ai des disques durs incroyables. Ah ouais. Ça fait mal, mais bon. Donc bon, un jour tu vas les sortir quand même. Peut-être. En plus, lui, on avait le défi de... Il voulait que je passe sur le marché, pas américain, le marché anglais. Okay. J'ai fait beaucoup de chansons en anglais qui sont jamais sorties. Voilà. Ok, bon, en tout cas, on aimerait bien les entendre. Donc là, on est en quelle année? On est dans les 2010, on est environ 2009-2010, non? 2009, 2011, 2012, ouais, c'est ça. Ok, dans ces eaux-là. Ouais. Et le temps passe, qu'est-ce que tu fais entre ça et la fois d'après, on te revoit vraiment sur des grands écrans, c'est avec The Voice. Ouais. Donc, entre ce temps-là et The Voice, c'est quoi ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé ce temps-là? Je pense que c'était l'époque où j'étais justement après Eden. J'ai vécu personnellement, j'ai vécu de certaines frustrations et je voulais plus en savoir sur la musique. Et c'est pour ça justement que je suis allé à Berklee. Ok, donc Berklee, ça vient après. Ça vient après, vraiment juste après Eben. Ok. Pour la petite histoire, je suis parti à Miami et ensuite je suis allé à Boston passer mon test d'entrée juste à la même période. Et je suis revenu après à Cotonou. Ok. Et j'étais à Berklee. Ouais. Pendant toute cette période, j'étais à Berklee, je faisais des expérimentations, Je peux dire par exemple que ce qui m'a le plus frappé à Berklee, tu te rends compte que tu es entouré d'Américains et tu te rends compte que leur musique, c'est leur musique. Tu peux imiter, mais tu feras jamais aussi bien que eux. Ouais. Et ça m'a obligé à faire des remises en question. Okay. Et cette période m'a complètement réconcilié avec la musique traditionnelle béninoise que je détestais particulièrement parce que je trouvais ça has-been, blablabla. J'ai jamais autant écouté. Après, j'aimais Saboran, Janvier des Dangans, quelques artistes que moi j'affectionnais personnellement, Rabislo. Mais la vraie musique traditionnelle. Par contre, dès que je jouais des trucs comme ça, les Américains, ils étaient comme des fous parce qu'ils comprenaient pas. Ils connaissaient pas, ils découvraient. Ils se disaient, c'est quoi ce truc? Ah, vos percussions. Ah ouais, il y a des syncopés ici. Et moi, j'étais là, je fais... moi, le truc que je hais le plus, ils sont là, je peux copier ça, j'ai envie d'expérimenter des trucs. Et j'étais là, je fais, il y a eu un réveil, justement. Ouais. Et là, je dis, il faut que je retourne aux sources pour aller travailler des choses, aller me chercher un peu. Tu verras, juste après ça, j'ai sorti 2 morceaux où je chante beaucoup plus en fond. Lolo, j'ai chanté en Nida. J'expérimentais des choses, voilà. Cette période m'a obligé à revoir mes connaissances, mes acquis. Parce que je pensais que ça y est, je chante super bien, mais t'arrives, t'as des gens, ils chantent comme Mariah Carey, Beyoncé. Je fais, là, on va se calmer, on va aller travailler. Voilà. Et s'il y a un morceau qui cristallise pour toi cette période-là, ce serait lequel? C'est Non-Vie. Le morceau Non-Vie. Parce que là, je retrouvais vraiment l'essence du rap que j'aime beaucoup. La prod est très néo-soul, comme le ferait D'Angelo ou des gens comme ça, ou Jay Dilla, qui faisait ce genre de composition. Et je mets du fond, comme moi je le parle, parce qu'après, je vais pas mentir, mon fond, il est très... j'ai un accent quand je parle fond. Je peux pas... Voilà, j'ai un Cotonou, exactement. Mais c'était la première fois que je m'efforçais à mélanger tout ça et à ne pas faire, c'est bon, je vais faire un couplet en français et puis on verra après. Ça, ce morceau, il est très important pour moi, pour ça, parce que c'était vraiment une sorte de conclusion de tout ce que j'avais fait jusque-là. Alors, The Voice Afrique. Voice Afrique, La grosse aventure.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à The Voice? C'est les commentaires. Ok. Parce que d'ailleurs, pendant cette période dont on vient de parler, j'avais commencé à, justement, en cherchant ma couleur, à reprendre plein de morceaux africains comme ça. Mais que... Prise de Konu Gao. Voilà, tu vois, merci beaucoup. C'était cette période-là, justement, où, c'est vrai, je sortais pas de morceaux personnellement parce que je trouvais pas que j'étais prêt, mais au moins je pouvais faire des expériences. Donc je prenais des morceaux que les gens adorent, mais je le transformais moi à ma sauce. C'est ce que j'aimais faire. Et justement, c'est en partant de là que, sur les commentaires, tout le temps, hein, fais The Voice, fais The Voice, fais The Voice. Et je n'ai pas The Voice, justement, pour les raisons, souvent, les gagnants, il se passe pas grand chose. Je me disais, je vais encore m'embarquer dans un truc. Mais quelqu'un m'a convaincu qu'il fallait le faire au moins pour la visibilité. Parce que une chose est vraie, l'industrie a changé un peu aujourd'hui. Il suffit pas d'être le plus talentueux. Si tu n'as pas de la visibilité, personne va investir sur toi parce que personne doit avoir ton talent. Voilà, après c'est un business. Quoi qu'on dise, ça reste un business. Et puis un jour, je me suis décidé. Je pense que j'étais en vacances à Paris. Et je me suis inscrit. Je dis allez. Et je pense que j'étais pas revenu au Bénin depuis 5 ou 6 ans. Quelque chose comme ça. Parce qu'après, je suis parti en 2013 et je suis pas revenu. Ouais, 6 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et je suis arrivé, j'ai fait les auditions. Forcément. Bon, pour la merde. Ça, c'est une lettre à la poste. Parce que je suis arrivé. Mais par contre, j'ai découvert justement les nouveaux talents. Ouais. Il y avait Rhys Marian. Ouais. Il y avait Patrick. Patrick, ouais. Voilà. Il y avait Patrick Sabourin. Il y avait Karina Sen, avec qui j'avais échangé, entre autres, d'ailleurs. Okay. Comment il s'appelle déjà? En tout cas, il y avait Giovanni, il y avait plein de gens. Ouais. Et je me suis dit, waouh, il y a des gens qui chantent dans le pays. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui chantent. J'avais découvert aussi Mathilde, plein de gens comme ça. Et j'ai passé les auditions. Bon, après, je dis, oh les mecs, en vrai, dans ma tête, je faisais, t'arrives, t'es le plus âgé parmi tout le monde, tu fais, ok, là, faut pas que je me mange le trottoir, quoi. Je dois taper fort. Et donc, tu as tapé fort pour éliminer qu'il n'y a pas de concurrence. Ouais, s'il n'y a pas de concurrence, tu voulais être... Ça, c'est le cliché qu'on a appris dans le rap, ça t'arrive, tu dois tout déchirer. C'est ça, il n'y a pas zéro concurrence. Non, aucune concurrence. Et je me rappelais d'une anecdote, là, je sais plus, j'arrive quand c'était... comment ça s'appelle au concerto. Ouais. Voilà. Et on salue Monsieur Ulrich, d'ailleurs. J'arrive, je pense, tous les gens pensaient que j'étais parmi le jury. Les coachs. Et allaient choisir les Béninois qui partaient. Et quand ils ont découvert que j'étais candidat, je voyais les visages. Genre, pourquoi il est venu nous gâcher notre truc? Il pouvait pas me laisser au moins ça. Mais bon, moi aussi, j'avais mon parcours, quoi. Ouais. Et c'est parti de là. Après, il y a eu ça, il y a eu la représentation. Je pense on était nombreux. Hein. Ouais. Après, il y a eu une sélection, il restait que 10. Ouais. Et parmi les 10, on était les 10 à partir. Ouais. C'était en Afrique du Sud. J'arrive, je découvre les studios. Aussi, c'est la première fois que je mets le pas vraiment dans le côté professionnel du truc. Ok, j'ai appris, je connais, blablabla. Mais il y a la représentation. Ouais. Il faut exécuter maintenant ce que tu dis avoir du bagage et blablabla, mais là il faut montrer que tu as vraiment le bagage. Et là je rencontre aussi une de mes grandes idoles, Lokwa Kamza. Pour moi c'est le mélange parfait en tout ce que j'aime, jazz, R&B, blablabla, mais avec une touche africaine. Nayon Kabel, tu vois Hiro. En fait tu touches du doigt les gens que tu as toujours vu à la télé, qui ont réussi dans le domaine, Charlotte Dipanda aussi, pardon. Et tu te dis, ok, là, je suis en train de passer un cap. C'est vrai, j'aide pas le concept même. Le public décidera après. Mais c'était vraiment une grosse expérience. Et puis, il y avait 17 pays. Hein. Ouais. Mais quel est ton moment préféré? Et d'ailleurs, tu me diras quel a été le moment le plus difficile aussi que tu as le moins aimé. Je pense que mon moment préféré, ce sera...
les battles. Quand j'ai repris un morceau de Ben Deka et que je l'ai un peu retourné à ma sauce. Parce que c'était pour moi l'opportunité de montrer ce que je sais faire sur un morceau de... Parce que Ben Deka, c'est un peu l'image du crooner à l'africaine. Et moi, j'y ai rajouté ma touche. Et jusque-là, dans l'émission, j'étais pas du tout parmi les favoris parce que j'avais fait beaucoup de morceaux qui n'étaient pas... que j'utilise une bonne expression, c'était pas des morceaux grand public. J'avais fait des interprétations où les gens, ils se retrouvaient pas dedans. Mais tu sais, ce qui était bien, c'est que même si les gens ne se retrouvaient pas dedans, tout le monde reconnaissait que ta voix était particulière et enfin, que tu avais une voix, en fait. Ok. Tu vois, moi, j'ai pas senti ça dès le début. J'ai pas senti ça dès le début parce que après The Voice, si tu fais des morceaux très très populaires, bah, tu fais premier KO, les gens ils t'aiment en même temps. Et moi, j'avais pas eu cette occasion. Et c'était la première fois que je faisais un morceau où les gens pouvaient s'identifier. Et franchement, c'est parti. Je pense que c'est la première fois que j'étais dans les morceaux les plus vus. Et on m'avait mis au top du truc, dans le top, blablabla. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Parce que vraiment, ça a changé la vision de tout le monde à ce niveau. Ok. Et le moment le plus difficile, celui que tu as demandé je pense que c'était la deuxième prestation lors de la finale. C'était une épreuve douloureuse. Déjà, c'est pareil, il y a un facteur popularité qui est très important. Quand tous les autres, quand les autres candidats, je crois qu'Arina Sen, elle chantait avec Kérosette, je l'adore. Mon confrère Tobolais était avec Cécina en plus. Tu vois, Cécina arrive. Tu te dis, ok, on va faire un truc, mais on te donne pas Cécina. T'allais qui en fait? Moi j'avais eu un chanteur qui s'appelle André Tal. Qui est, je pense, l'équivalent de... j'oublie son nom. Le papa de Yannick, de Nick, qui fait des beats. C'est à peu près, il est à peu près dans le même style. C'est un monsieur qui est aveugle. Qui fait des... J'ai envie de dire, non, tu sais quoi, JJ Viquet à peu près. Mais pour les Camerounais, tu vois. Les Camerounais l'adorent, il est là depuis des années, c'est une sorte de monument pour eux. Même s'il n'a pas le niveau, la reconnaissance de Ben Deka ou d'autres personnes comme ça, il est il est respecté chez lui, voilà. Mais le reste de l'Afrique le connaît pas. Surtout que The Voice, c'est très... Mais comment ça se fait les choix en fait? Comment les choix sont opérés? Autant les choix de chansons que les choix de collaboration. Comment est-ce que c'est fait? J'ai signé un NDA, non, je rigole. Non, on ne fait pas les choix. C'est la production. C'est la production qui nous propose ou suggère. Allez, mettons ça comme ça. Suggère avec beaucoup de fermeté. Voilà, avec beaucoup de fermeté. Tu ne viens pas et tu dis que j'ai envie de chanter au clair de la lune. Ça se passe pas comme ça. Puisque ça, il y a un catalogue. Puisqu'ils ont des partenariats et il faut une maison de disques derrière, donc une maison de disques. Avec une maison de disques, donc faut que les chansons du catalogue soient dans le catalogue. Exactement. On va expliquer ça comme ça. C'est une industrie. C'est ça. Ça reste un business. Ça reste un business, c'est ça. En plus. Pour te dire, tu vois, les noms qui étaient annoncés, il y avait du Koffi Olomide, certaines personnes qui devaient venir, ils sont pas venus après. Mais quand tu vois les autres, et justement la Gagante, elle avait eu, j'ai envie de te dire, l'équivalent de Sabouran pour les Ivoiriens. J'oublie le nom du monsieur. C'est pas Baïs Pito. Je vois les autres. En les 4, je vois les 3 autres. Je vois les artistes qui les accompagnent. Sans manquer de respect, c'est un artiste incroyable, mais sur une émission comme ça, tu vois la popularité des autres, tu fais ça te fait mal, ça fait mal. D'avance, tu sais que ça va être compliqué en fait. Oui, parce que là, elle fait un morceau avec Baïs Pinto, c'est comme si je fais un morceau ici avec Sabouran. Tous les Béninois, ils vont faire ils vont voter. Il n'y a pas... Mais est-ce que tu as senti quand même le soutien des Béninois? Énormément.
je fais partie des gens qui critiquaient le plus le public béninois, mais sur le coup, ah ouais, mais ils étaient plus que présents. Ouais. Je me rappelle justement de Willy Dambo. Je trouve que c'est tellement bizarre ça. Je suis en train de chanter le premier morceau. Ouais. Je finis et je vois quelqu'un qui se lève, qui crie Giovanni, Giovanni. Il est seul dans la salle, il est dans la salle, il est debout. Je fais, mais attends, c'est pas Willy Dambo ça? Et je fais, oh, voilà, là, ça commence à être vraiment sérieux. Ouais. Et Willy Dambo qui est là, qui crie mon nom. Pourtant, il est en Côte d'Ivoire. Ouais. Et les Ivoiriens, ils n'aiment pas trop les choses comme ça. Mais bon. Et je le vois, je fais, ah, ok. Donc, il est investi. Oui, cette histoire, c'est très, très sérieux. Ah, big up à lui. Ah oui, c'est un bon là. C'est un bon gros big up à lui. Mais vraiment, et puis je le vois comme ça dans la salle, j'étais sous le choc. Et le message, je vais te dire, WhatsApp m'envoie une notification et me dit, mon numéro est en train d'être partagé. Okay. Je pense que tu n'as jamais reçu un truc comme ça. Attends, on t'informe de ton numéro. Tellement c'est en train de tourner. Parce que les notifications, j'avais 9999. Ça pour je touchais le cœur du téléphone. Ah non, c'est mort. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai engouement. Ouais. Et comme je l'ai dit même à l'époque, pour moi, ça dépassait, oui, je vais chanter et tout. Mais là, je me suis dit, ah là, je représente le Bénin. Ouais. Parce qu'on a aussi toujours eu cette image de, ouais, il se passe rien au Bénin, il n'y a pas des chanteurs de talent, blablabla. Ouais. Mais on leur a prouvé, là, on est arrivé, on était 4, mais on était 2 Béninois en finale. Ouais. Et il y avait vraiment ce besoin de leur prouver que non. Ouais. Là, d'où on vient, là, on est bon, quoi. On va vous marquer à jamais. Alors, t'étais dans l'équipe de Charlotte? De Charlotte. Tu vois, ok. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette collaboration avec Charlotte Dipanda et quel enseignement tu retiens du travail que vous avez fait ensemble? Charlotte Dipanda, elle est très... c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. La créativité aussi. Et la façon de la voir travailler et comment elle imposait certaines choses. C'est très important et justement elle m'a emmené à me rapprocher plus de certaines sonorités. Okay. Il y avait la possibilité avec ma voix justement de faire autre chose. Je n'étais pas obligé de m'enfermer dans du R&B parce que tu vois elle m'a parlé de sa trajectoire aussi et qu'il fallait apporter quelque chose de différent à ce que je fais. Après on a discuté en dehors de l'émission aussi, où voilà, quoi, elle insistait beaucoup sur ça, il faut apporter une touche différente. Voilà. Ok. Je pense que c'est ce que je retiens le plus. Et qu'est-ce que le passage dans cette émission a changé dans ta vie ou dans ta carrière? On me reconnaît un peu partout. Même là, même après 3 ans, je pensais que c'était fini. Aujourd'hui, ce matin, je me baladais un peu, on me reconnaît beaucoup. Après, il y a eu des offres qui n'ont pas abouti malheureusement. Parce que c'est pareil, souvent la direction artistique, je pense que c'est la chose la plus difficile quand tu es un artiste africain qui ne veut pas faire de la musique. Pas danser dans la rue avec les enfants et tout. J'ai jamais dit ça. C'est toi qui l'as dit. Oui, je l'ai dit. C'est ça, qui ne veut pas faire une musique formatée. Une musique formatée, voilà. C'est très difficile de convaincre certains producteurs. Parce qu'ils ont tout de l'avenir tracé pour toi. Ils ont plein de plans qui correspondent pas du tout à tes plans personnels. Et c'est très difficile de leur faire comprendre que même moi, tu vois, j'adore Toufat. Je suis un vrai fan de Toufat, j'aime beaucoup leur musique. J'oublie son nom, Master Jazz, pour moi, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie, ce mec. Et justement, tu vois, quand j'étais à Berkeley, on reprenait des morceaux comme ça, et j'entendais, et quand je voyais les musiciens jouer, comment ils étaient très contents de jouer des choses comme ça qu'ils connaissaient pas, les jeux de guitare, des choses comme ça, je me suis dit, mais en fait, Master Jazz, c'est du pur génie, cet homme. Mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce que j'ai envie. C'est pas moi. C'est pas ce que j'ai envie d'exprimer. Mais quand tu arrives devant un producteur, tu lui dis, tu sais pas, moi je veux faire un peu les trucs comme Lokwa Kanza. Il te regarde, il fait, mais ça va pas chez toi. Aujourd'hui, c'est Whisky, des trucs comme ça qui marchent. Et toi, tu veux faire ça. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens, justement,
d'avoir des discussions beaucoup plus sérieuses avec des professionnels du métier. Mais malheureusement, le gros X, c'est ça. La direction artistique, ça a été souvent très difficile d'expliquer aux gens que voilà ce que je veux faire, j'ai pas envie de faire ça. On peut faire des concessions, mais peut-être que ça ne vous plaira pas forcément. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas que c'est à toi de faire ce que tu veux? Parce que effectivement, tu as un profil musical qui est très particulier. Il n'y a pas deux personnes qui font ce que tu fais et ce que tu as envie de faire. Et je pense que même, on n'a même pas encore vu ce que tu as réellement envie de faire. On n'a pas eu l'occasion de... Ça, c'est vrai. C'est ça. Et que personne ne peut comprendre. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui peuvent comprendre. Mais est-ce que tu penses pas que c'est à toi-même de commencer à montrer ce que tu veux faire et que tu vas faire suivre les gens? Moi, de la connaissance que j'ai de ta musique et de la connaissance que j'ai du marché, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, en fait. Sinon, tu seras obligé de faire des concessions et faire des choses qui t'intéressent pas. C'est vraiment comme ça que ça va se passer. Tu as vraiment dit les choses comme je le pense. D'ailleurs, justement, cette année, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis vraiment dit, écoute, je vais faire ce que j'ai envie de faire maintenant. Si ça apprend, tant mieux. Si ça en prend pas, c'est pas grave. Au moins, je me serais exprimé. Et vraiment, je pense que pour un artiste, c'est important. Quand tu as des histoires à raconter et que tu n'arrives pas à les raconter, c'est vraiment difficile. Donc, cette année, il y aura sûrement beaucoup plus de morceaux. Parce que j'assume. En fait, ce que je veux vraiment dire, c'est j'assume mieux ma musique. J'assume vraiment ma musique comme je l'entends. Par exemple, il y a des morceaux que j'ai composés il y a je vais sortir un single bientôt. C'est un morceau qui existe depuis peut-être 10 ans. Mais je l'assumais pas du tout parce que je l'ai composé à la guitare. C'est très calme. C'est très laid back. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait actuellement. Tu as le problème des artistes qui sont talentueux. Tu as le problème, tu vois. C'est ça, parce que tu sais faire des choses, mais tu as trop de talent. C'est pour ça, c'est ça le problème. Ce qui fait que tu réfléchis trop. Oui, ça c'est vrai. Oui, est-ce que le marché va? Est-ce que les gens aussi cela? Alors que les gens ont juste envie de voir, voir ce que tu as proposé. Ben, ils seront servis. Cette année, ils seront vraiment servis. Parce que là, et même dans ce que je fais, je me refuse plus de prendre certains risques, quoi, de faire certains mélanges, d'essayer des choses. Là, c'est vraiment parti, quoi. Cette année, je vais servir vraiment ma sauce comme je l'entends. Voilà. Ok, bah, écoute, j'espère que ce sera bien reçu. On est vraiment impatients. Est-ce qu'on pourra avoir une exclue? Est-ce qu'on pourra avoir, je passe par le manager pour voir. C'est le manager qui décide effectivement. Pour voir si on peut avoir une exclue. Parce que nous aussi, on aime ceux qui sonnent différents. Différents, ouais. Voilà. Ceux qui aiment Béninois, ils sonnent différents, qui sonnent qualitatifs. On est friand, on est vraiment friand de ça. Et je suis sûr que ce que tu vas faire pourra ta place sur la playlist de nos différentes radios. Merci. Donc, c'est avec impatience qu'on attend. Nous allons chercher le management pour avoir un extrait avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Avec tout ce recul que tu as fait de la musique, tu as connu le succès très jeune avec ton groupe. Oui. Tu es allé étudier la musique, tu as eu des expériences dans des labels, tu as eu des expériences au niveau continental avec des émissions à très forte audience. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu ce barrage. Oui, complètement. Ouais. Donc, aujourd'hui, avec ce recul-là, quels sont tes objectifs? Où est-ce que tu vas? Pour moi, c'est vraiment m'imposer. Hein. Tu as toujours l'envie? Oui, complètement. Ah non, ça ne m'a pas quitté. C'est vraiment m'imposer et surtout imposer un nom, une couleur musicale et quelque part, j'ai envie de dire, inspirer aussi une autre génération. Parce que ça, je peux le dire ici, quand je vois quelqu'un comme Rhys Marion, il me rappelle exactement les choses que je faisais
mais j'avais pas les coconesses de sortir ça au dehors pour dire ouais, j'assume. Parce qu'effectivement, il est frais dans ce qu'il propose. Oui, c'est différent. Il est libre. Super différent. Et ouais, c'est différent. Je me citais encore Opa, par exemple, tu vois. Ouais. Il y a vraiment cette nouvelle génération. Ils m'ont presque redonné l'envie de... Pas qu'ils m'ont... Ils m'ont donné l'envie d'assumer ce que je faisais. Parce que eux, franchement, ils assument complètement le fait d'avoir des sonorités qui sont pas comme celles que quelqu'un, comme un artiste comme Vano ou comme un artiste comme le rappeur masqué. J'ai mis Tom Benetton ferait... Ou... Ils ont pas ce complexe que moi j'ai toujours eu où je me disais non, je vais pas faire ça, ça va plaire à personne. Et moi, ça m'a redonné la force de reprendre d'anciens morceaux comme ça et de dire ok, je vais les sortir et on verra ce qui va se passer. Ah. Bon, après, ben écoute, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, s'il y a des artistes avec qui tu aimerais collaborer, ce serait lesquels? Le premier serait Timi Dakolo du Nigeria parce que pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que j'aimerais faire. Ok. Ben, je connais pas. Pas du tout. Et il est pas, là, tu vois, il est pas non plus, il est pas très, quoique, il a un morceau qui est très connu, qui chante dans beaucoup de mariages. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est lui, tu vois, des choses comme ça. Ce serait quelqu'un comme ça. Après, ici, je pense que ce serait Saboran pour moi, parce que lui, c'est ouf. C'est la légende. C'est, ouais. Caché dans le passeport. Voilà. C'est le visa. Et surtout, le fait d'aller apprendre la musique. Ouais. Tu te dis, ah ouais, ce monsieur, c'est un vrai, c'est un monstre. C'est un monstre, un baobab, comme on dit. Et si tu pouvais revenir en arrière aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, s'il y a une chose à changer, qu'est-ce que tu changerais? Assumer ma musique, complètement et pleinement. Ne pas se dire, Tu penses que ça trop de questionnements. Louper oui. Enfin, je dirais pas des opportunités. Oui, parce que à ce jour, par exemple, beaucoup de gens savent que ils me connaissent pour ma voix, mais ils peuvent pas, comment on dit, pinpoint, ils peuvent pas nommer un morceau de moi pour dire, j'ai pas de classique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, j'ai pas de classique. Peut-être Bienvenue à Cotonou qui a bien tourné, mais à part ça, je peux pas dire que j'ai un classique. Les gens peuvent associer un morceau à ma personne. Donc ça, vraiment, je pense avoir un peu... si je dois revenir en arrière, avoir plus de productivité, sortir des morceaux, même s'ils ne marchent pas, entre guillemets, avoir plus de morceaux pour que les gens puissent dire, ok, voilà. Ce type, il correspond à ça, il fait ça, il a tel morceau qui est dans ma mémoire, tu vois, des choses comme ça, tu vois. Là, par exemple, toi, que tu laisses un message sur mon répondeur, tu vois, des morceaux comme ça, ils savent. Moi, j'ai pas ça. Je pense que c'est mon plus gros tard. Le fait de ne pas avoir sorti des morceaux. C'est pas que j'avais pas de productivité, mais personnel, je suis un éternel satisfait aussi. Et ça, personnellement, j'étais, c'est pas bon. Ça, c'est dangereux dans la musique. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu sais, je pense que quand tu as un morceau, quand tu le sors, il t'appartient plus en fait. Oui, bien sûr. Il appartient au public. Si c'est bon, le public va se l'approprier. Si c'est pas bon, ils vont passer à autre chose. Et voilà, tu vois. Et jusqu'au prochain morceau. Donc, écoute, en tout cas, je te souhaite de sortir beaucoup de morceaux. Merci beaucoup. Et de nous enjailler parce que nous, ce que tu fais. Merci. On a toujours kiffé. Je pense qu'on kiffera toujours. Merci. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Tout ce que j'aimerais, peut-être un mot pour la fin, c'est d'inviter le public béninois à être un peu plus, le mot n'est pas indulgent, mais à être un peu plus ouvert. Il y a plein d'artistes qui existent. Malheureusement, il y a un style de musique qui est populaire, et puis c'est comme si tout le reste, vous n'existez pas, quoi. Tant que vous n'êtes pas sur ce chemin, c'est comme si, tu fais quoi de la musique, en fait? Tu fais semblant. C'est tout. Faut forcer. Pour te forcer dans les ça, il faut proposer. Parce que franchement, je pourrais citer tellement de noms. Ralami, par exemple. Tu vois, il y a vraiment des artistes aujourd'hui
qui vraiment font ce travail. Ils vont même au-delà de, ok, je vais faire des morceaux pour être comme lui. Ouais. Ils font vraiment, musique, voilà, ils font de la musique qu'ils aiment, voilà, la musique différente. Différents mainstream. Voilà, ils essayent aussi d'aller toucher une certaine audience. J'ai pas envie de dire, je déteste ce mot, la musique de recherche. J'entends ça tout le temps ici, ça m'énerve. Mais ils font l'effort de proposer autre chose et d'aller chercher quelque chose qui va toucher une autre audience. Voilà. Ouais. Ils restent pas dans leur coin pour dire, je vais faire. Ouais. Ah, et puis je m'en fous, si j'en ai pas, je vais faire du rap comme le Ken James, et puis c'est mon truc. Les artistes font l'effort. Donc j'incite le public à essayer de faire des recherches, quoi, ouvrir un peu leur champ de vision. On adore, hein, Valo, tout ce qui se fait, puisque c'est les bons, eux, ils sont au sommet. Ouais. Mais il y a plein d'autres artistes autour qui méritent aussi de se faire entendre. Voilà. Je pense que c'est entendu, et de toute façon, avec le Cotonou Boy Show, avec Vitrez, avec Frisson Radio, on est totalement dans cette démarche musicale, religieuse de qualité. Je merci de continuer à proposer de la musique de qualité. Merci. C'est un plaisir pour nous. C'est pour recevoir. C'est pour l'invitation. Et écoute, j'appelle le manager pour les choses. Oui, bien sûr. On t'envoie ça à son. C'est moi. Cotonou Boy Show.